C'est à toi. OK, alors on reprend, on s'excuse de la petite interruption technique, mais l'électronique en temps de crise est surchargée. Alors, je reprends ma présentation du début. Je remerciais Yvan de son introduction qui était vraiment à point, un petit peu de mathématiques, d'arithmétique financière, immobilière. Ça nous ramène à l'ordre pour nous aider à se sauver de ces paniques-là. Et on constate que le 1er avril est arrivé et ça a été pas aussi drastique ou dramatique qu'on le croyait avec cette campagne de salissage qui a eu lieu avec la grève, la soi-disant grève organisée pour les loyers. Je pense que ça n'a pas répondu autant qu'eux l'espéraient et nous, on est bien contents parce qu'on ne se soucie pas dans ces choses-là des problèmes que les propriétaires ont. On pense juste que les propriétaires sont de gros propriétaires fonciers et ils ont des cash flows énormes. Alors, ce n'est pas le cas. La majorité des propriétaires du Québec sont des petits propriétaires de duplex et de triplex qui n'ont pas cette liquidité comme on peut s'imaginer. Ils veulent s'enrichir dans le temps, mais ça ne débute pas comme ça. Alors, depuis une année, je vous parle constamment, pour ceux qui sont des réguliers de la soirée mensuelle, que l'immobilier surfait sur une vague depuis plusieurs années et que cette vague-là casserait probablement un jour. Parce que si on regarde les cycles immobiliers depuis les 200 dernières années, ça durait en moyenne 17 ans. On a passé par-dessus le cycle de 2018, donc il fallait s'attendre que tôt ou tard, ça casse. Mais on ne savait pas qu'est-ce qui ferait casser. Là arrive soudainement ce virus qui fait un certain cassage de vagues, mais est-ce que ce cassage de vagues-là va être drastique pour l'immobilier? Ma vision, c'est non, ça ne sera pas si drastique que ça. Il y en a qui vont laisser leur plume, mais pas tous. La majorité vont passer à travers. Ceux qui ne passeront pas à travers, ce sont ceux qui auront utilisé l'effet de levier au maximum et qui n'auront pas eu le temps de se construire une réserve d'argent. Donc, c'est le sujet principal de ma présentation de ce soir, l'importance de se construire une réserve d'argent. L'immobilier, tant qu'à moi, est encore le meilleur placement qui existe. L'immobilier est dans une excellente position comparé à tous les autres commerces. Si on regarde les commerces qui ont pignon sur rue dans des petits centres commerciaux et qui ne sont pas un service essentiel, sont tous fermés. Tous fermés, ça veut dire que les loyers doivent se payer pareil. Il y a des dépenses minimales d'opération, même si on n'a plus les salaires, il y a quand même des obligations, des emprunts de banque et tout et tout. Tout ça pour dire que, ne serait-ce que fermer une semaine, la plupart de ces petits commerces-là ne seront pas capables de reprendre le dessus. Ils vont peut-être réussir dans quelques cas avec l'aide du gouvernement, mais est-ce que l'argent va arriver suffisamment à temps pour sauver ces gens-là? La réponse est probablement pas pour la majorité d'entre eux. Mais nous, on est dans une situation privilégiée parce que l'immobilier, c'est un bien essentiel, autant que la nourriture. On doit se loger quelque part comme on doit se nourrir. Donc, c'est à partir de ce moment-là, moi, je me disais, la majorité des gens vont payer leur loyer. La majorité des gens sont conscients. La majorité des gens ont une certaine réserve. Il y en a qui n'en ont pas, mais la majorité en ont. Et certains travaillent à domicile. Donc, tout ça pour arriver à vous dire que la majorité des loyers ont été payés le premier du mois. Et je faisais un sondage auprès de mes emprunteurs pour voir, j'ai laissé passer quelques jours et aujourd'hui, j'ai parlé presque à tout le monde. Et la majorité ont collecté presque tous leurs loyers, sauf deux qui sont un peu plus dans le commercial, où le commercial, on comprend ce qui se passe. Donc, l'immobilier est en position de faveur privilégiée par rapport aux autres types d'entreprises. Et c'est ce qui va permettre de passer à travers aussi. Bien sûr, il ne faudra pas que cette crise-là dure 6 mois ou un an. Mais je ne penserais pas que ça dure 6 mois ou un an. Je pense qu'on a déjà atteint le sommet. Le premier ministre Legault a bien fait sa job. Il ne nous a pas épeurés outre mesure, mais il nous a fait prendre des mesures qui étaient apparemment, ou de toute évidence, la façon la meilleure de faire mourir ce virus-là, quoi qu'il y ait eu une certaine propagation. Mais là, on se rend compte qu'on semble avoir atteint le sommet. Donc, le premier ministre Legault a très bien fait sa job, ainsi que M. Horacio, je ne sais pas trop son nom de famille, là. Alors, eux autres ont bien fait. Fait que nous autres, l'importance à partir de ça, c'est de se construire un bon cash flow, une réserve monétaire. Et c'est bien beau faire de la croissance, de la croissance, de la croissance, mais n'oubliez jamais de faire un palier de stabilisation. Oui, vous allez laisser passer probablement quelques opportunités, mais le fait de faire une stabilisation va vous permettre de prendre contrôle parfaitement de vos immeubles et de vous construire un cash flow ou une réserve monétaire tout au moins de quelques mois.
Et ces quelques mots-là vont faire la différence entre le succès et l'échec lorsqu'arrivent des temps de crise. Parce que dites-vous bien que la société étant ce qu'elle est, l'universalisation, la mondialisation, qui tant qu'à moi tire à sa fin, mais a eu du bon, mais a eu beaucoup de mauvais. Alors, imaginez-vous bien que des virus comme on voit là, on va en voir encore. Sauf que plus il va en avoir, plus on sera préparé en conséquence et on aura des réserves, on aura des façons de travailler à domicile. La vie va changer pour beaucoup. Les poignées de main vont ralentir, les bécotages vont ralentir, ce que j'appelle the kiss of the kiss of the kiss. Tout le monde qui se becque sur la joue, un après l'autre, alors on s'embrasse tous. Bien sûr que c'était des façons de propager des virus. Alors, on a eu l'Ebola en Afrique, on a eu le STRAS, on a eu le H1N1. Vous voyez, la distance entre chacun de ces virus-là est de moins en moins longue. Attendez-vous à ce qu'il y en ait d'autres et soyons prêts. Et le meilleur moyen d'être prêt, c'est de se construire un fonds de réserve. Alors, sur ce, je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée et on va passer la parole à notre ami Ray Vincent qui va nous brasser la cage, comme disait Yvan tout à l'heure, positivement et avec ses bonnes recommandations. Alors, à toi, mon ami Ray, si tu veux allumer ta caméra, c'est à ton tour. Yes. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Jean-Philippe, ça va bien? All right. Écoutez, j'ai 5 minutes. Dans mes 5 minutes, là, j'ai pris des notes, pourquoi je ne veux rien manquer. Et je remercie Yvan et toute l'équipe de coach de cette grande flexibilité. Puis là, je pars mon minuteur. Imaginez, je vais respecter mon temps. Je vais respecter, premièrement, tous les coachs dans leur grande flexibilité et leur adaptation. Vous en souvenez, dans le coaching, j'ai dit que vous aviez 2 gestions à faire. Évidemment, la première, c'est le cash, c'est la finance, c'est certain, c'est 20% de la technique. Mais vous savez, dans une vie complète, dans un monde de succès, ben, il y a une autre gestion. Et c'est là que ça se passe, dans le 80%. Ça s'appelle la gestion du stress et la gestion de vos émotions. Moi, je vais vous dire une chose, je suis très réaliste, je suis très conscient qu'on est dans la pire crise mondiale, évidemment, parce que notre santé, en plus, est affectée, là. Mais moi, je peux vous dire que Jacques puis moi, en 38 ans, on a fait des crises. On a vu des crises. On a survécu à nos crises et le Québec a survécu à ces crises. On va survivre à notre crise. Et là, par exemple, il y a un phénomène que je veux partager avec vous autres qui est important. On est à la maison avec nos familles. Et on le sait, les amis, on va se parler cœur à cœur. Là. Moi, je ne parlerai pas avec ma tête, je vais vous parler avec mon cœur. Là. Quand on est stressé, on ne contrôle pas nos émotions, c'est ceux qu'on aime le plus qui payent. OK? Alors, je pense qu'il faut protéger notre famille de notre stress et de nos émotions qu'on a besoin de contrôler. Puis ça, je pense, c'est un facteur excessivement important. Nous autres, les gens d'immobilier, on est des élites, on fait partie d'une classe à part, on fait partie de 2-3%. Alors, c'est sûr qu'on est adaptable, c'est sûr qu'on est flexible, c'est sûr qu'on est fort. C'est certain qu'on a même un devoir envers nous autres mêmes, c'est sûr, envers notre famille en second lieu. Mais il faut montrer l'exemple. Il faut montrer l'exemple à notre famille qu'on est capable, malgré ces périodes de stress, de garder la tête haute, de garder la tête froide, d'être bien conscient de ce qui se passe et de se serrer les coudes. C'est sûr, comme Jacques l'a dit, on ne peut plus se serrer les mains, on ne peut plus s'embrasser, mais on peut se serrer les coudes pareil. Alors, un autre phénomène intéressant aussi, si je regarde à travers le Québec, moi, j'en parle depuis des années. Je parle d'autosuggestion, moi, depuis des années. C'est quoi que le Québec fait présentement? Ils ont embarqué dans l'autosuggestion. Et c'est quoi l'autosuggestion? Ben, ça va bien aller. Et tout le monde se dit ça va bien aller. C'est sûr que ça va bien aller. C'est sûr qu'on reste dans le moment présent. C'est sûr qu'on prend les moyens pour. Mais c'est certain qu'on garde le moral, on reste dans un mindset indestructible, invincible. C'est ça qu'on est, nous autres. C'est pour ça qu'on est capable de vivre dans un monde d'affaires où, comme dit si bien Jacques, il y a des vagues. Il y a des vagues. On a connu des vagues. J'ai connu des vagues. Vous allez connaître des vagues. Et ça, c'est important. L'idée là-dedans, c'est qu'on va s'ajuster. OK? On va s'ajuster. Comme on s'ajuste ce soir, on se parle à travers un écran, on est chez nous et
on va s'ajuster tant et aussi longtemps que les choses ne seront pas à 100% socialement correctes. Et ça, je pense que c'est important. Alors, moi, je vous dis, oui, on va s'en sortir. On prend les moyens pour. Oui, ça va bien aller. Nous autres, on est des exceptions. On est des élites. On contrôle notre stress, on contrôle nos émotions. Et tous les coachs qui sont à votre service font des tours de force extraordinaires pour vous amener toutes les connaissances possibles et inimaginables. Ce que Yvan vient de vous présenter, c'est très lucide, c'est de la mathématique. Ce que Jacques vient de vous présenter, c'est la même chose. Et ce que tous les coachs vont faire aussi, c'est exactement la même chose. Alors moi, je vais terminer en vous disant, puis je vais checker mon temps, puisque ça n'a pas l'air à sonner, pour voir si c'est bien parti. Ah oui, il me reste une minute, c'est le fun. Je voulais vous dire, en vous répétant la chose suivante. Écoutez, lisez le mindset. Ça fait longtemps que vous voulez lire. Lisez, écoutez des vidéos, contrôlez vos émotions, faites de la méditation, faites de la respiration, allez sur YouTube. Il y a un paquet d'outils et d'instruments. Et je vais finir en vous disant une chose, c'est que pour ceux qui ont des familles, puis je vois Catherine, que sa belle-fille, je la vois là, faites attention à vos familles, faites attention à vos valeurs personnelles, vos valeurs familiales. Et nous autres, les gars et les filles qui sont en affaires, qui sont stressés par ce qui se passe financièrement, bien, prenons des grandes respirations, contrôlons notre stress et nos émotions et montrons à notre famille, puis ça, je le répète encore une fois, montrons à notre famille qu'on a le contrôle, qu'on a le power, qu'on a la tête froide, qu'on a un mindset absolument indestructible. Je vais finir avec une petite farce parce qu'il me reste je ne sais pas, 3 secondes. Yvan me dit qu'il pouvait aller jusqu'à 5 minutes et quelques secondes. J'annule ça, là. Bon. Oups, ça ne sera pas long. Bon, c'est-tu fermé, là? Ça ne sera pas long, je vais le faire fermer. Bon. Jacques puis moi, on s'appelle des bourdons. OK? Savez-vous c'est quoi l'histoire d'un bourdon? Un bourdon, premièrement, il vole. Mais au point de vue de l'aéronautique, il ne peut pas voler parce qu'il a les ailes trop courtes. Alors, nous autres, on ne sait pas qu'on a les ailes trop courtes, alors on vole pareil. Alors, on va tous survivre à ça, on va garder la tête haute, on va sortir beaucoup plus fort. Et je remercie toute l'équipe du Club immobilier du Québec, Yvan et compagnie. En attendant qu'Yvan place son écran, Ray, merci. Ça Merci. nous prenait un petit remontant comme ça. Merci. Merci, Jean-Philippe. merci Jacques, merci Yvan. Ben, c'est vraiment pointu, je l'apprécie beaucoup. Ça fait plaisir. Yes. C'est toujours un bon moment. Merci beaucoup. Puis de retour, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Yes. Good. Hey, merci, Ray, pour tes sages paroles. Merci, mon chum, très apprécié. Tu peux refermer ton micro, s'il te plaît. Merci beaucoup. Oui, je fais ça dans 2 secondes. Good. Donc, petit problème technique qu'on a eu, on s'excuse. Ça a bien fonctionné dans la répète générale avant avec Jean-Philippe. Mais la technologie étant ce qu'elle est, c'est toujours quand on est live ou quand on fait des présentations en personne que là, ça se met à bugger. Bref, on a pris un petit peu de retard, donc je vais aller plus vite dans le prochain segment avant de céder la parole bientôt à Jean-Philippe avec le panel d'investisseurs immobiliers qui détiennent en passant tout près de 1000 portes. Donc, je pense que ça risque d'être fort intéressant. Donc, merci à nos bénévoles. Tous nos événements mensuels ont lieu grâce à l'implication des bénévoles. Ce soir, ils sont en congé bien mérité, mais merci à tous nos bénévoles. Ensuite, petite pub, on en profite pendant qu'on est là. On rappelle aux gens que le 17 avril prochain commence le coaching à Montréal. Ça va être en ligne pour les besoins de la cause, on n'a pas le choix. Donc, et à Québec, le 28 avril pour le cours numéro 4, il est encore temps de joindre le groupe à Québec. Le coaching, je vais vous faire ça plus rapidement que d'habitude. C'est 180 heures de formation, incluant 60 heures en salle, donc valeur de 4 295. On vous ajoute, vu que vous prenez le package au complet, 5 450 de valeur ajoutée. Donc, allez sur clubimmobilier.ca dans la section coaching pour avoir plus de détails. Donc, déjà 40 personnes d'inscrites pour le coaching de vendredi le 17 avril. Donc, on vous invite à joindre le groupe. Ça va être en ligne dans les premiers mois. Et aussitôt qu'on a le go, on va le faire en personne. On vous invite durant cette crise à visiter notre boutique
On a plus une dizaine de livres, donc copies vendues, 100 000. Donc, les 8 livres ou les 10 livres représentent 100 000 copies vendues. Donc, c'est une belle façon de se former à peu de frais et de se garder motivé. On vous rappelle que demain a lieu la formation pour les jeunes de 12 à 18 ans. C'est gratuit. C'est sur Facebook encore. Jeudi, on reçoit le président de la Chambre des notaires, donc Maître François Bibeau. On va nous parler là, comment ça se passe de ce temps-ci avec les notaires et les signatures et tout ça. On a Ziplex vendredi à midi. Donc, ils vont venir nous faire un petit topo là, des loyers actuels. Ça a-tu monté, ça a-tu descendu, comment ça se situe là-dedans, comment on se situe dans notre location. Et d'autres statistiques fort intéressantes qu'ils vont nous présenter. Donc, avant de céder la parole à Jean-Philippe, pendant qu'il se prépare, je vous rappelle que le club, ce n'est pas juste une personne, ce n'est pas juste une petite équipe, c'est un gros réseau qui est là pour vous aider. Donc, à bâtir votre équipe de rêve. On a plusieurs membres corporatifs, plusieurs ressources pour vous aider dans votre processus. Et on vous invite à aller sur clubimmobilier.ca dans la section des membres corporatifs pour aller voir leur profil à chacun des corporatifs que je présente présentement à l'écran. Donc, important d'avoir une équipe de rêve, de ne pas tout faire soi-même. La comptabilité, on va donner ça à un comptable qui connaît ça. La fiscalité également. Donc, très important d'avoir une bonne équipe. Et le club est là pour vous aider justement à bâtir votre équipe de rêve, comme je le disais tantôt. Donc, on est rendu à la deuxième section. Un petit peu de retard, peut-être terminer un petit peu plus tard pour les besoins de la cause, mais je pense que ça vaut la peine parce qu'on va avoir de quoi de très intéressant. Est-ce que notre ami Jean-Philippe est prêt? Toujours. OK. Donc, est-ce que j'arrête le partage de mon écran? Yes. Good. Donc, merci à toi, Jean-Philippe. Merci de la présentation. Merci Jacques, Ray, évidemment Yvan. Merci à tout le monde. Donc, oui, effectivement, comme on disait avec Yvan, la répète générale fonctionnait bien, mais on a eu un petit problème. Je pense que tout le monde est sur Facebook ou sur le réseau Internet, ça surcharge. Mais juste pour vous dire, on est très, très contents. Je vois mes panélistes tranquillement apparaître. Merci de mettre vos caméras, allumer vos micros. Ça va être le moment d'embarquer. Effectivement, on est très, très fiers de ces séries de live-là qui ont super bien fonctionné. En fait, on a plus de 200 000 vues là, sur les différents lives qu'on a fait avec le club. C'est super. Et relativement, pour terminer avec le problème technique, on va être capable d'avoir la caméra la diffusion en complet sur la page du site. Donc, inquiétez-vous pas, vous n'avez rien manqué. Donc, vous allez être capable de voir toute la vidéo et je vous demanderai en fait de partager le nouveau lien. Donc, si vous êtes en ce moment en train d'écouter du live, juste cliquez partage, mettez ça sur votre page personnelle juste pour que les gens aient le bon lien puis que tout le monde puisse profiter du panel. Et évidemment, en live, on est capable de poser les questions. Donc, effectivement, Yvan le disait, un panel en fait qui totalise 1000 portes, même plus de 1000 portes. Vraiment content d'avoir en fait 4 investisseurs à succès, 2 de la région de Québec, 2 de la région de Montréal. On en profite, on a combiné les 2 soirées mensuelles ensemble. Donc, on a de Québec. On va commencer par les dames, évidemment. Catherine Labonté. Bonjour, Catherine. Allô. Allô. Ensuite, on a Jean-François Picard. Jean-François. Yes, salut tout le monde. Yes, tout le monde s'est habillé beau, les beaux vestons. J'adore ça. Oui, une fois dans la semaine. Ensuite, à Montréal, mon bon ami Frédéric. Frédéric, salut. Bonsoir, bonsoir. Yes. Hey, en passant, je suis vraiment content. On est pratiquement 500 sur le live. Vraiment une super belle audience. J'imagine la belle foule. Super content. Et le dernier, mais non le moindre, Jean-Pierre Campeau pour notre version, pour notre immobilier commercial. Salut Jean-Pierre. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et donc, on va commencer avec un premier tour de table sur la crise. Évidemment, on va y aller du côté de Québec, on va y aller du côté de Montréal et du côté commercial. Catherine, je te laisserai commencer. Premier tour de table général sur la crise. Comment tu sens ça en ce moment dans ta gestion et dans ton parc immobilier? Oui, bien, effectivement, ça a été beaucoup d'ajustements dans les dernières semaines. C'est sûr qu'on a dû s'adapter autant familialement parlant que professionnellement parlant.
C'est sûr que on est dans une grosse période de location, donc tranquillement, il a fallu s'adapter là, dans les dernières semaines parce que là, les locataires ne voulaient plus qu'on ait accès à leur logement. Donc, ça a été quand même un défi à ce niveau-là là, de repenser un petit peu comment on allait travailler avec les locataires. Et puis aussi pour protéger nos employés, dans le fond, là, les employés, on voulait les protéger de la contagion, donc ils ne voulaient plus faire les ménages dans les couloirs, puis ils ne voulaient plus accéder au logement. Donc, on a fallu mettre en place là, quand même certaines procédures là, pour que tout le monde se sente à l'aise là-dedans. Fait que ça a été beaucoup d'adaptation, mais là, les choses se sont stabilisées quand même dans la dernière semaine. Là, donc, puis c'est relativement tranquille. Là, je trouve que les locataires il y a moins d'appels de service. Tout le monde, on dirait, prend son mal en patience. Là, donc, là, ça se passe bien. Et tes paiements, comment ça se passe? Au niveau des paiements de loyer, moi, j'ai eu 100% de mes paiements de loyer. Là, j'ai eu un petit chèque NSF, mais les gens m'ont payé quelques jours après. Là, ils avaient un petit peu moins bien organisé leurs affaires. C'était des gens qui travaillaient dans les centres d'achat. Mais sinon, j'ai eu 100% de mes paiements. C'est sûr qu'on appréhendait beaucoup le 1er avril. On se demandait comment ça allait se passer, mais c'est au-delà de nos espérances. Je m'attendais quand même à un pourcentage relativement faible là, parce que je connais bien ma clientèle puis j'ai une clientèle relativement de qualité, mais ça reste que c'était quand même beaucoup d'incertitudes pour nous autres quand même aussi. OK. Merci Catherine. Merci. Jean-François, est-ce que c'est le même son de cloche chez toi? Je t'ai surpris, hein? Yes, ouais, c'est bon. Ouais, ça va quand même bien. Comme Ray disait, l'important, c'est le mindset. Là. Donc, on essaie de rester positif. Moi, différence de Catherine, j'avais pas mal de Airbnb en cours. Quelques nouveaux projets qu'on venait de starter là avec des gros investissements. Donc, on a eu une bonne claque d'en face. Donc, ça a été un gros challenge sur le mindset. Là. Il a fallu rester focus. Fait que j'avais lancé des gros bateaux. Là, je vois ça comme ça, des gros investissements, des gros bateaux puis qui s'alignaient très bien. Donc, on a changé le focus. On a eu 2 semaines rough là, de changer ça de côté puis trouver des nouveaux revenus. Mais bon, on se rend compte justement là, qu'il y a plein de belles opportunités. Il y a plein de gens qui ont des nouveaux besoins, là, dont on va en parler, là, mais des gens qui avaient leur condo prêt dans 3-4 semaines qui ne seront pas prêts avant un bout, les maisons, tout ça. Donc, dans mon cas, j'avais surtout des maisons à louer. Donc, on a réussi déjà à tout relouer ça pour du moyen terme. Puis là, ça va s'aligner sûrement sur du plus long terme, pas des prix d'Airbnb, mais des bons prix pareils. Puis comme je le conseille à tout le monde quand vous lancez un projet Airbnb, c'est bien beau les chiffres qu'on pense avoir, mais il faut toujours que le plan B soit la location long terme puis que ça fit. Ça fait un beau safety. Puis je suis content de l'avoir calculé comme ça, d'avoir été raisonnable. OK, intéressant. Fait que l'Airbnb était plus dur que le résidentiel. Résidentiel, pas trop de problèmes? Résidentiel, ça va bien. Quelques gens profiteurs à réaligner. Toujours la même chose. On a peut-être un 5 là, qu'on a donné un petit délai. Mais je suis content du gouvernement, de l'aide qu'il apporte. Justement, ça va permettre aux gens de se loger, de se nourrir. Donc, on leur donne un sursis de temps, là, ça c'est certain, mais ils sont même, j'en ai plusieurs qui étaient comme hey, je veux te payer. Là, donc, aussitôt que j'ai mon chèque, là, il y en a que ça va être avec le 2000 $, mais ils sont assez fiers, les locataires, quand même, d'être capables de payer leur logis. Je suis vraiment content de ça. Ça a même développé des meilleures relations avec certains locataires. Là. On est comme dans le même bateau, tout le monde, donc on se comprend un peu plus. Ben, c'est ça, ben, exact. Je pense qu'on a le même son de cloche. Airbnb, est-ce que c'était des professionnels de la santé? Excuse-moi, je cherchais ma question. C'était des professionnels de la santé? J'en ai dans certains secteurs, là, justement, 2 que j'ai loués là, pour 3 mois. Des gens dans le médical là, proche des hôpitaux. On a publié là, massivement là, c'est des trucs que je peux partager là, pour les autres. Toutes les agences de placement de pharmaciens sont beaucoup en mouvement, puis là, la demande est forte pour eux. Les agences de placement d'infirmières aussi. On les a appelés, on a partagé à eux tout ce qu'on avait disponible. Parce que Airbnb nous a demandé comme de fermer. Dans mon cas, je n'ai pas fermé mes annonces parce que si j'ai une demande d'une infirmière qui a besoin de 2 semaines, bien, écoute, je veux pouvoir y offrir, donc je reste disponible, mais vraiment pour ce qui est urgent.
Sinon, ça, c'est des bons trucs. J'ai donné le truc cette semaine à des gens de Montréal, des résidences universitaires, en tout cas dans notre cas à Québec, qui ont fermé. Ouais. Donc, les gens doivent se relocaliser. Donc, on a parlé aux responsables. Ils ont plusieurs personnes à relocaliser. Donc, ça peut être bon pour les appartements qui sont libres maintenant. Ouais. Donc, on se creuse la tête pas mal. Ça fait des bonnes journées. Donc, avec la famille, en plus, toi aussi, tu en as quelques-uns. Donc, on doit faire en 4 heures chez nous ce qu'on fait normalement en 8-9 heures. Donc, on maximise chaque minute. Cool. Hey, merci. Si on s'en va du côté de Montréal, avant de toucher au commercial, Fred, on va peut-être donner un petit topo sur le 1er avril, mais là, on a appris que les entreprises sont fermées jusqu'au début mai, en fait, 4 ou 5 mai, je ne me souviens plus de la date exacte. On semble correct pour le 1er avril. Forecast 1er mai, Fred, ça va ressembler à quoi? Pour le 1er mai, c'est dur à prévoir, mais normalement, les gens devraient avoir eu l'aide gouvernementale nécessaire. Donc, moi, je pense qu'on n'aura pas de problème. Puis si on en a, ça va être des retards, mais ça va être des retards de moins d'un mois. C'est un peu le pouls qu'on a eu, nous, de notre clientèle. Dans le fond, les gens qui étaient en retard nous ont dit, écoute, je vais te payer. Par contre, je vais te payer un peu plus tard ce mois-ci. Puis ça, c'est une flexibilité qu'on était prêt à avoir avec ces gens-là. Donc, pour nous, il n'y a pas de problème. Où il y a plus de pertes, dans le fond, c'est au niveau des projets de rénovation. Là, on a peut-être 30-35 appartements en rénovation actuellement qui sont vacants. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, ça va allonger le processus de chantier parce que les chantiers sont fermés. Mais d'un point de vue global, moi, je vois presque, sauf évidemment pour les personnes qui sont malades, qui sont touchées par la maladie, mais d'un point de vue global, je pense que c'est bon pour la société de ce qui se passe en ce moment. Ça va remettre les pendules à l'heure, puis améliorer même l'efficacité probablement des entreprises là, à moyen terme. Donc, puis moi, je pense qu'une fois de plus, c'est une preuve que le besoin de se loger est primaire dans la société. Fait que, ça met, les gens ne mettront pas de côté leur logement, peu importe ce qui arrive. C'est se loger, se nourrir, c'est la base de vivre. Là. Donc, moi, je trouve que c'est un point de plus encore pour l'investissement immobilier. Je saute sur ta question, en fait, parce qu'on a fait l'entrevue avec Luc Poirier, qui est disponible sur le site pour ceux qui veulent l'écouter. Excellente entrevue. Il disait le logement de luxe, il pourrait peut-être souffrir. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Est-ce que tu penses que les gens vont peut-être downgrader en termes de qualité de logement? Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Je pense que les gens vont être plus conservateurs dans leurs dépenses. Je pense que les gens vivaient de paye en paye, poussaient leur budget au maximum, leur crédit au maximum, puis là, ils se rendent compte que ça peut arriver des imprévus. Tu sais, ça fait combien de temps qu'on n'a pas subi de difficultés économiques? Je veux dire, moi, depuis que je suis à l'âge adulte, là, que l'économie va comme sur des roulettes, ça avance bien. Tu sais, en 2008, on n'a rien vu passer. Donc, je pense que les gens étaient dans une illusion que tout va tout le temps bien. Fait que maintenant, les gens vont se protéger un peu plus, puis ils vont être plus conservateurs probablement sur leur choix de dépenses, donc probablement aussi sur la qualité du logement qu'ils vont choisir. Absolument. On n'y croyait pas. Hein? On ne croyait pas qu'effectivement qu'il puisse arriver quelque chose comme ça. Rapidement, avant de passer à Jean-Pierre, 1er avril, ça ressemble à quoi? Tes dépôts? Est-ce que tu as tout moi, excuse-moi, oui, Fred, excuse-moi, c'est ma faute. Les dépôts au 1er avril, ça a bien été. Ça a bien été. Honnêtement, comme d'habitude, je n'ai pas eu de problème. La collecte est identique au mois passé. Même un petit peu mieux que le mois passé. Donc, pour ce mois-ci, ça va très bien. Une grosse frayeur de moins. OK, maintenant, je pense qu'on va passer maintenant au grand mal-aimé. Je sais que Jean-Pierre, ce n'est pas tout à fait dans cette lignée-là, mais quand même, hein, les commerces qui sont fermés. Fait qu'au niveau commercial, Jean-Pierre, comment ça se passe dans la crise? Écoutez, la première des choses. Est-ce qu'on me voit à l'écran? Parce qu'on dirait qu'on est. OK, parfait, parce que je n'ai pas l'impression que ça l'embarque, c'est pour ça. OK. Première des choses, évidemment, du côté commercial, mais c'est frappé de plein fouet au niveau du commerce de détail. Par contre, de notre côté, d'un point de vue Onyx, on a une bonne portion de nos locataires qui font partie des services essentiels. Par exemple, on a plusieurs pharmacies, on a des banques, on a des cliniques médicales. Ça fait qu'évidemment, ces clients-là demeurent en opération. Je vous dirais que le marché du commerce de détail, restauration, ces choses-là, évidemment, spectacle, il est frappé durement et de plein fouet, mais ce n'est pas la majeure partie de nos clients.
En réalité, présentement, évidemment, on est un peu en gestion de crise pour le court terme, dans ce sens qu'on pèse un peu qu'est-ce qui se passe présentement. On est après bien l'évaluer. Puis pour qu'est-ce qui est du 1er avril, c'est quand même relativement acceptable, en ce sens que présentement, on a un ordre d'à peu près 17 de mauvaises créances, mais qui sont récupérables parce que pour la plupart d'entre eux, c'est des ententes. Par exemple, on a à peu près 17 en dollars de nos revenus qui ont été amputés pour les 3 prochains mois. On a fait des ententes de 3 mois avec ces locataires-là spécifiques, donc c'est quand même un faible pourcentage, mais c'est des revenus récupérables à la fin de la crise. Donc, on a reporté ces loyers-là. Puis, ce n'est pas une coupure complète, c'est plutôt des ententes comme pour la plupart d'entre eux, ceux qui ont demandé puis que c'était justifié d'avoir des reports de loyer. On a fait un 3 mois à 50 qui permet d'avoir quand même une entrée de fonds. Puis comme je vous dis, de notre côté, mais c'est loin d'être l'hécatombe parce qu'on a été plus occupés à gérer des services essentiels dans nos cliniques, à augmenter les services au niveau des entretiens ménagers pour s'assurer dans nos cliniques médicales, dans les pharmacies, dans nos aires communes de ces bâtiments-là, de mettre en place les mesures d'hygiène pour éviter les propagations, parce qu'on n'a pas nos clients qui sont des pharmaciens et ou des cliniques médicales, qu'on a pas mal, sont préoccupés par l'hygiène des aires communes. Ça fait qu'on a vraiment amplifié au niveau de nos fournisseurs cet aspect-là. On a viré nos bureaux tout à domicile, évidemment. Ça fait que le bureau est fermé. Mais pour le reste, on est pleinement opérationnel. Nos employés font partie des services essentiels pour la plupart parce qu'ils s'occupent de gérer des cliniques médicales, des choses comme ça. On a la chance dans notre portfolio présentement de ne pas avoir beaucoup de commerce de détail. On en a un peu, mais c'est vraiment marginal. Ce qui fait que présentement, du moins, il n'y a pas de panique, mais il y a quand même des mesures à prendre. Puis, il faut quand même être présent avec nos locataires, bien négocier nos ententes. Puis, si par exemple un locataire a un seul immeuble, puis qui a une réduction de 50 par exemple pour 3 mois, mais ça a plus d'impact pour un projet spécifique. Par contre, globalement, au niveau du portfolio, c'est tout à fait gérable et acceptable. Puis, il y a des cas par cas à gérer là, à ce moment-là. OK, intéressant. Est-ce que tu achèterais en ce moment du commercial? Est-ce que tu serais prête à sauter dans le deal? Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des deals dans le commercial? Définitivement que oui, mais il faut être extrêmement prudent sur la façon de les acheter. Parce que présentement, on a la chance, la façon dont on a structuré nos choses, de ne pas être hyper hypothéqué. Là. Ça fait qu'on a un niveau d'endettement de notre parc immobilier fort acceptable pour faire face à cette crise-là. On a été proactif aussi pour des ententes avec nos banquiers pour plusieurs des projets, même pour la majorité. Ça fait qu'on se place dans une position pour être capable non seulement de faire face à la crise, de se renforcer, mais aussi pour que si jamais il y a des occasions qui se présentent, pouvoir les saisir. Mais c'est sûr qu'à court terme, on n'est pas en mode acquisition, on est plutôt en mode stabilisation de tout ça. Mais on va être quand même attentif probablement cet automne aux opportunités qui pourraient se présenter, mais en étant extrêmement prudent sur quel genre d'actifs qu'on pourrait acheter. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Là. Autant en résidentiel, c'est important, mais en commercial encore plus, parce que c'est une question de vie ou de mort dans une crise, là, de ne pas acheter n'importe quoi, puis de ne pas acheter de n'importe quelle façon non plus en s'étirant l'élastique au maximum. Là. Ça fait que ça, c'est important. Intéressant. En passant, les gens qui ont des questions, allez-y, on vous suit sur le chat. Si vous avez des questions pour nos panélistes, avec grand plaisir, ils ont une très grande expérience, ils vont être capables de vous répondre. Si on retourne à Catherine, je pense que j'avais une question. Est-ce que vous avez pris le paiement hypothécaire différé? Je pense qu'il y avait tous les bons paiements. Je ne pense pas que ça a été quelque chose qui a été pris, mais est-ce que, Catherine, tu crois qu'il va y avoir des bonnes opportunités en ce moment sur le marché? Est-ce que c'est un bon moment de prospecter, un bon moment d'acheter?
Ben oui, c'est certainement un bon moment. Je pense pas qu'il va y avoir énormément d'opportunités au niveau du multilogement parce que comme on l'a vu, la majorité des propriétaires de longue date vont passer à travers la crise facilement. Donc, ceux qui vont avoir de la difficulté à passer à travers, ce sera peut-être pas des opportunités intéressantes pour nous. Mais peut-être au niveau du commercial, il y en aura certainement puisque le travail va se réinventer. Je pense bien qu'il y en a qui vont peut-être adopter le télétravail de façon plus permanente, puis il y a des entreprises qui vont devoir sortir de leur paradigme pour survivre. Fait que forcément, ça va créer un chamboulement au niveau du commercial, mais ça sera dans plusieurs mois qu'on pourra le voir. Moi, je serais à l'aise d'acheter en ce moment, certainement. Après, c'est d'acheter intelligemment avec une structure financière adéquate, puis en se gardant toujours une liquidité, un peu ce que M. Lépine disait plus tôt. C'est toujours important d'avoir une liquidité pour pouvoir pallier aux mauvaises créances ou à la vacance. Donc, si on se garde une liquidité, il n'y a aucun problème d'acheter de façon intelligente puis bien financée. Puis est-ce que tu crois à une stabilisation, une hausse du marché à Québec? Ça serait quoi ta vision, mettons ta boule de cristal pour les 6 prochains mois? Ben, c'est difficile à dire. Ça dépend combien de temps la crise va durer. C'est sûr que si ça va au-delà du 1er juillet puis qu'il y a énormément de chamboulements puis tout ça, ben ça va être différent que si on reprend d'ici le début mai, là, si la reprise est au début mai. C'est difficile à dire, honnêtement. Je peux pas. Je pense pas qu'il va y avoir énormément d'opportunités au niveau du multilogement, plus qu'en ce moment là, par rapport à ça. On a l'air à tous s'en sortir relativement bien pour l'instant. OK. Est-ce qu'on a le même son de cloche, Jean-François, de ton côté? Yes, ça ressemble un peu avec ce que Catherine disait. Il va y avoir des belles opportunités, je pense, pour vendre. Là. On en a entendu dans différentes entrevues. Là. Je pense que beaucoup de gens, entre autres de la bourse, vont vouloir peut-être parquer de l'argent un petit peu plus en immobilier. J'ai quelques immeubles que j'avais envie peut-être de vendre qui ça va peut-être peser dans la balance des ventes. Je suis très confiant. Moi, je commence à regarder un peu plus le commercial, donc on va être prudent là, dans les prochains mois. Par contre, peut-être trouver des commerciales qui pourraient devenir mix. Je pense que tu en as fait, tu disais, Jean-Philippe, toi-même, un peu de résidentiel, parce qu'on sentait que les surfaces de bureaux vont, je pense, réduire drastiquement. Donc, il y a un beau potentiel là, je crois, à moyen terme. Nous, on fait des offres d'achat énormément ces temps-ci, encore comme toujours, mais on met des clauses un peu plus longues, là, surtout pour les notaires. Là. On avait une transaction justement qui allait se notarier sous peu et on a étiré un petit peu le notaire et on a négocié aussi des garanties de loyer pour les 2 prochains mois parce que ça va être dur d'aller récolter. Donc, le vendeur, sa récolte est déjà startée, c'est PPA ou autre. Donc, plus facile pour lui de continuer à récolter les loyers puis de nous les verser. Donc, ça, c'est un bon truc. Peut-être de faire un offre d'achat puis de dire, ben, dans mes conditions, premier mois, deuxième mois, garantie de loyer. Je pense que ça va être un bon moment. Les taux vont rester bas, d'après moi. Et j'ai hâte de voir. On est en refinancement présentement. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se stabiliser. Ça bouge beaucoup de jour en jour. Je parle avec le banquier à tous les jours et un gros mouvement là, du coût des fonds. Donc, j'ai hâte qu'on soit à la sortie de la crise là, pour voir la stabilité des taux. Ça va dicter, d'après moi, beaucoup le marché à la sortie de la crise. Effectivement, beaucoup de spéculation. Il y a des banques qui ont fermé aussi leur département de prêt, justement à cause qu'il y a beaucoup d'instabilité. Il y avait une question qui me brûlait les lèvres, Jean-François, parce qu'évidemment, Airbnb, je ne sais pas comment tu as fait ton financement avec ton projet. Est-ce que tu étais avec un financement bancaire normal ou… En général, oui, on avait, pour les nouveaux projets, c'est un peu toujours la même chose. Là, on finance résidentiel et ensuite on transforme l'immeuble puis on s'en va commercial. C'est sûr que pour ceux qu'on avait des prêts commerciaux, on le vit comme au commercial. Donc, on réussit quand même. Surtout pour ceux-là, on a demandé des congés de paiement de capital. C'est sûr que ça va aider à restabiliser, donc, parce que le paiement est quand même plus gros. Donc, on avait des bâtisses mixtes aussi déjà, commerciales, résidentielles et Airbnb, les trois. Donc, l'impact pour nous là-dessus n'est pas si pire encore.
mais c'est sûr que c'était à considérer. Là. Ben, c'est ça. Je t'ai mis sur le feu de la rampe, là. Mais en fait, j'avais juste une question. C'était la question du Airbnb. Souvent, le modèle d'opération, c'est d'y aller en conventionnel, d'obtenir un financement en conventionnel et ensuite de transférer un Airbnb. Donc, je ne sais pas c'est quoi la relation avec les gens et les banques dans cette situation-là. Tu n'as peut-être pas la réponse, Jean-François, mais. Dans notre cas, l'idée, c'est d'être très transparent. Donc, je pense, je vois ta question. Dans le fond, si on n'a pas dit aux banquiers qu'on faisait du Airbnb, puis on lui demande un congé de paiement, puis là, on sait, là, bon, nos locataires, on l'entend. Comme Fred a dit, ça va même un peu mieux. On l'entend souvent, ça. Les gens vont avoir des sous pour payer leur loyer. Donc, tu ne peux pas aller dire à ton banquier que tu n'as pas de revenus. Donc, c'est pour ça que tes calculs doivent être faits, surtout quand tu fais un financement comme ça, qui reste un peu créatif. Donc, d'avoir un plan qui va fitter, même si tu te mets à le louer long terme régulier. Donc, là, tu peux justifier un congé de paiement, puis tu vas avoir peut-être une entrée dans un mois ou deux d'un locataire régulier, puis ça va bien fitter, puis tu vas arriver quand même. Intéressant. Je posais la question à Fred, mais je suis pas mal sûr j'ai déjà la réponse. Fred, optimisation achat à Montréal. Encore, on le fait-tu? On est-tu plus agressif sur le prix ou on reste à peu près pareil qu'avant la crise? Moi, je pense qu'il y a tout le temps des bons deals. En fait, là, il s'agit de payer le bon prix puis d'avoir un projet qui fait du sens. Puis après ça, évidemment, là, moi, j'attendrais le retour au travail des gens pour closer, là, pour passer chez le notaire, parce que je ne veux pas acheter un bâtiment avec des logements vacants ou à vider. Puis, dans le fond, on ne peut pas faire les travaux là, parce que là, c'est de l'argent qui dort. Donc, je négocierais au moins de closer là, au retour là, de l'action. Jacques voulait intervenir. J'ai vu sa caméra s'allumer. Jacques, vas-y, tu avais un petit mot à dire? Excusez-moi, je veux dire un petit mot sur les taux d'intérêt. Jean-François parlait de ça il y a quelques minutes. Et je ne sais pas si vous suivez les nouvelles américaines, mais il y a des choses qui se passent là-bas qui vont avoir une influence majeure sur le taux d'intérêt. La réserve américaine est à un taux d'intérêt de 0%, ce qui veut dire que la réserve américaine va imprimer de l'argent à profusion, ce qui va créer une inflation extravagante à très court terme. Et le premier moyen pour ralentir une inflation par après, ils vont se mettre à augmenter les taux d'intérêt. Alors, contrairement à ce que Luc disait l'autre fois, je ne suis pas d'accord avec son opinion, il disait rester en des prêts ouverts. Moi, je dis fermez vos taux. Ceux qui sont en mesure de le faire, gelez vos taux le plus longtemps possible parce que c'est sûr qu'il va y avoir une inflation après cette crise-là. De mon opinion, cette crise-là est parfaitement manipulée par quelqu'un, parfaitement volontaire. Le virus a accentué, mais elle aurait été là de toute façon, peut-être pas aussi intense, mais les banques américaines étaient en difficulté. Le département, je ne me souviens plus du terme anglophone, les banques font des emprunts le matin et ils remboursent le soir. Là, ils n'étaient plus capables de le faire. Fait que la réserve américaine a baissé, là, elle est à zéro. Et lorsqu'elle est à zéro, là, c'est avantageux d'imprimer de l'argent. Et lorsqu'il y a de l'argent en circulation, bien là, au retour de cette crise-là, les gens vont se mettre à consommer comme des fous. Donc, il y aura une forte demande pour l'offre qui va y exister et automatiquement, il y aura une inflation et on va se mettre à augmenter les taux d'intérêt. Alors ça, c'est mes connaissances du marché. Puis, Jacques, est-ce que tu prendrais un taux... Dans les deux autres crises aussi. Est-ce que tu prendrais un taux 5 ans ou 10 ans? Bon, peut-être pas 10 ans. C'est long, 10 ans. Mais au moins 3 ans. Okay. Au moins 3 ans. Parce que l'inflation ne peut pas durer une éternité non plus. On est obligé de la ralentir. Mais là, après un crash, il y a toujours un boom. Celui-ci semble assez majeur. Les bourses réagissent assez bien. Mais je vais essayer de retrouver l'article que j'ai vu d'une grosse université américaine qui a fait des observations, qui a tout de suite le suivi des actions de la Réserve fédérale américaine. Et c'est évident que c'est vers ça qu'ils s'en vont. Les banquiers sont tous très heureux de ça, parce que là, ils peuvent se prêter de l'argent, et la rembourser le soir, ce que le monde ne voit pas. Et c'est un marché très lucratif pour eux autres. Et avec du 0%, ils sont capables de le faire. Et c'est avantageux pour la Réserve américaine d'imprimer de l'argent sans avoir nécessairement les garanties en or nécessaires. Alors, on imprime de l'argent qui ne vaut absolument rien. On surinflationne l'économie jusqu'à la prochaine shot. Alors, c'était ma petite intervention. Intéressant.
Merci, Jacques. Si jamais tu veux rester puis intervenir de temps en temps, tu es bienvenu, évidemment. D'accord. Fred, de retour à toi, j'étais curieux je t'ai fait un amalgame de questions, mais est-ce que tu serais plus agressif actuellement avec les offres d'achat que tu l'étais, mettons, en février? Je négocierais des délais, mais je ne pense pas que les vendeurs soient plus motivés. Les vendeurs non motivés ne sont pas plus motivés aujourd'hui. Par contre, un vendeur qui était déjà motivé et pressé par le temps pourrait devenir plus motivé là, à cause des délais. Mais je ne vois pas de baisse des valeurs vraiment parce que les taux sont bas pour l'instant. La demande locative est forte à Montréal. À Montréal, à Québec, je ne sais pas c'est quoi, mais je pense que la demande locative est forte partout. Puis, si j'étais vendeur, je n'essaierais pas, je ne me laisserais pas négocier en ce moment. J'accorderais du temps à l'acheteur, probablement, mais pas plus. Pas une baisse de prix. Puis tes optimisations, tes projets d'optimisation, est-ce qu'il y a des projets d'optimisation que tu laisserais tomber, peut-être dans des appartements un petit peu plus luxueux, dans des quartiers un peu plus luxueux, ou tu resterais dans les optimisations de base? Comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il y aurait moins de demandes pour le luxe, mais Patrice Ménard a fait un bon commentaire dans les détails sur le côté. Il dit que les gens qui ne peuvent pas se payer de maison actuellement parce qu'ils n'ont plus la mise de fonds, ils vont rester dans un appartement de qualité. En réalité, chaque produit trouve son client. Je pense que tous les projets dans lesquels on était à l'aise de tourner, on peut continuer à tourner dans ces projets-là actuellement. Je n'essaierais pas quelque chose de nouveau, mettons, en ce moment, mais si c'est quelque chose que je connais bien, je n'aurais pas de problème à continuer à le faire. Je dois te poser une question justement parce que tu as fini ta phrase comme ça, puis avec Pat, on a parlé d'expérimenter, inexpérimenter. Tu pensais que ça serait quand même le moment pour des gens inexpérimentés de rentrer dans le marché? Ça, oui, par contre, parce que tu ne peux pas apprendre à nager si tu ne te mouilles pas. Je veux dire, faire de l'immobilier, moi, les premiers projets que j'ai faits, j'ai pas fait de profit ou presque. Il faut que tu en fasses pour devenir bon. Fait que je commencerais, c'est sûr, avec n'importe qui commence, j'ai dit fonce quand même, puis essaie de te trouver justement une petite opportunité dans le marché actuel. Tu vas peut-être tomber sur un vendeur qui veut sortir maintenant avant le retour de l'action ou qui a peur que les taux fassent un bond, comme M. Lépine l'a mentionné. Il y a du monde qui ont peur. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites opportunités à aller chercher. Mais fait que oui, un nouveau joueur devrait jouer. OK. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde. Intéressant. Dans le commercial, ce n'était pas le cas. Je vais retourner à Jean-Pierre. Dans le commercial, évidemment, ce n'était pas le cas. Est-ce que les banques sont aussi généreuses au niveau des congés de paiement, Jean-Pierre, que les banques résidentielles? En réalité, je ne pense pas que les banques sont généreuses. Par contre, avec personne, ils ne font pas de cadeaux, mais oui, il y a des bonnes flexibilités, puis même qu'on a, d'abord, on a des très bonnes relations avec nos banquiers. Puis, je pense que c'est une force de pouvoir avoir ces relations-là. Ils ont été très proactifs, même nos banquiers, à nous contacter dès le début de la crise. Nous-mêmes, on a fait certaines démarches, on a obtenu, de façon générale, là, ils ont offert des 6 mois de congé de capital, ce qui est très bien, à mon sens, à moi. Puis, nous, pour certains projets, ça va faire une bonne différence, mais à date, c'est quand même sous contrôle. Ça fait, je vous dirais, une des grandes forces, un peu comme Jacques mentionnait tantôt, l'importance de la réserve d'argent, c'est la façon qu'on a monté nos projets à ce jour, c'est qu'on garde le cash flow dans les projets, puis on accumule de l'argent dans les comptes de banque depuis le début des acquisitions, sans trop les hypothéquer. Ça fait qu'au niveau du modèle d'affaires, plutôt que de payer, par exemple, des dividendes dans certains groupes de partenaires à répétition et de drainer les comptes vers le bas, le fait d'avoir gardé du cash dans les comptes de banque nous place dans une position qu'on a certaines réserves avec la plupart des projets où évidemment, il y a certains projets qu'on a eu quelques imprévus, qui n'ont pas nécessairement autant de réserves, mais de façon générale, on a des réserves de capital qui font en sorte qu'à même le modèle d'affaires qu'on applique au niveau de notre gestion, on est en bonne position pour la plupart des projets. En plus des banques, effectivement, qui ont une certaine flexibilité, à date, il n'y a pas vraiment d'enjeu au niveau des négociations avec nos banques. Ça va très, très bien.
Je pense que d'autant plus en commercial, ils ont davantage d'intérêt à offrir certaines flexibilités. Puis d'ailleurs, on va être probablement moins impacté que d'autres au niveau commercial pour les raisons que j'ai mentionnées un peu tantôt, là, dans le sens que, vu qu'on a quand même un bon pourcentage de locataires qui sont pleinement opérationnels, qui font partie des services essentiels, peu de commerce de détail, mais on est quand même dans une bonne position. On préfère être proactif avec nos banquiers, resserrer nos fournisseurs aussi le plus possible. Puis, évidemment, d'être plus prudent que la normale d'un point de vue gestion. Puis, je pense que ça permet de se sécuriser parce que même si ça dure 2, 3, 4 mois, on est en position, là, évidemment, il ne faudrait pas que les taux de vacances augmentent à 50 ça serait une autre affaire, mais on ne sent pas que ça va être le cas du tout au niveau de notre parc immobilier. Okay. Puis, le marché commercial, il n'est pas uniforme, hein? Ça dépend de ce qu'on a dans notre portfolio. Puis je pense qu'en achetant bien au bon prix, en s'étirant pas trop l'élastique au niveau des emprunts, puis en ayant des actifs qui sont moins vulnérables aux crises, on est en bonne position à notre sens à nous versus l'ensemble du commercial. Même peut-être à une petite anecdote, tu vois, on a 17 en avril de non-paiement ou du moins de paiements qui vont être reportés à plus tard parce que ce n'est pas des pertes. J'ai 21 au niveau de mon parc résidentiel. Fait que j'ai plus de mauvais payeurs en résidentiel de mon côté à moi, mais évidemment, il ne me reste plus grand porte parce que j'ai vendu la plupart. Puis c'est juste pour dire que c'est quand même une drôle d'anecdote. Ce n'est pas nécessairement des pertes parce que la plupart vont finir par payer, mais ce n'est pas nécessairement l'hécatombe en commercial, puis ça dépend du type de commercial. Ça va frapper beaucoup plus durement les strips commerciaux. Les commerces de détail. Ça va faire mal, là. Ça, c'est certain. Puis, évidemment, l'industrie du spectacle, l'industrie tout ce qui est sport, gym, cours de yoga, ces choses-là. Ce genre et évidemment, tout le commerce de détail qui doit se redéfinir là, vers les ventes en ligne, ces choses-là. Ça fait que selon le type d'immeuble et le type de locataire, l'impact de la crise va être différent. Puis, évidemment, il y a une question de durée dans tout ça. Puis, de qualité d'emplacement de locataires aussi. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir, une certaine rotation dans le type de local ou est-ce que peut-être les petits strips commerciaux vont se redesigner en autres? Je pense que oui. D'abord, évidemment, ça va dépendre de la durée de la crise, mais déjà, il y a plusieurs. Déjà, je sens au niveau de certains locataires commerciaux que sans un coup de main au niveau des loyers, ils ne passeraient pas la crise. Et plus que ça, si ça se prolonge, il y a un certain nombre de locataires commerciaux après 2-3 mois qui vont carrément fermer, là. Puis au niveau du commerce de détail, mais on ne se le cachera pas, depuis un mois que les gens sont enfermés dans les maisons, puis là, probablement que ça va durer 2 mois, peut-être 3. On ne sait pas, dans le fond, il n'y a personne qui le sait. Les gens sont tous après à acheter en ligne, hein. Ça fait que ça va frapper fort au niveau du commerce de détail, à mon avis. Ceux qui ne sont pas déjà en ligne, qui ne sont pas capables de se redéfinir, à mon avis, ça va frapper très fort. Est-ce que tu penses que les strip... Il y avait une question, en fait, Patricia. Est-ce que tu penses que les strip malls bien placés vont quand même être touchés? Est-ce qu'ils vont en rester touchés, oui. Maintenant, s'ils sont bien placés, on voit beaucoup dans les grands centres depuis quelque temps des immeubles qui se redéfinissent, donc multi-usages, comme par exemple avec une tour qui se construit, qui a 4-5 usages dedans, de la densification aussi. Je pense que les commerces de détail, comme on les voyait, les grands strip malls vont être appelés à se redéfinir. Puis, ça peut être des occasions de se transformer aussi. Parce que veut pas, les gens sont après s'habituer à acheter en ligne, hein, encore plus qu'ils le faisaient. Puis, je ne suis pas certain qu'il va y avoir un retour à la normale au niveau du commerce de détail. Je ne penserais pas qu'il va en avoir un. Il va toujours exister des commerces de détail, mais je pense qu'il y a une grosse redéfinition qui s'en vient. Puis, probablement que les grands centres commerciaux, il y en a sûrement qui vont continuer à bien fonctionner, mais ils vont avoir à s'adapter. Puis, il y a sûrement plusieurs des commerces qui vont fermer. Puis, ils vont devoir redéfinir un peu leur façon de faire. Je partage ton opinion là-dessus. C'est vrai qu'il y aura une définition à faire. C'est déjà commencé, mais ça va être encore plus majeur dans quelques mois parce que
Oui, même moi, le premier qui n'était pas un acheteur en ligne, j'achète en ligne, puis je trouve ça drôlement agréable que le lendemain, c'est livré chez moi. Alors, les habitudes des consommateurs changent, les habitudes d'hygiène vont changer. Fait que oui, le commercial, tel qu'on le connaît actuellement, va vivre une grosse révolution, probablement négative pour eux, pour certains d'entre eux. Et les gros propriétaires de centres d'achat, évidemment, la plupart, ce sont des compagnies publiques avec de grosses capitalisations. Ils vont être capables de s'adapter. Mais on va avoir de plus en plus d'usages mixtes dans les centres d'achat. Alors, strictement commerce, comme on le voit actuellement, c'est en voie d'extinction, je crois. Et on devra avoir des usages mixtes. Totalement d'accord, Jacques, avec ton opinion là-dessus. Puis même, je rajouterais qu'au niveau de l'industriel, il va y avoir des belles opportunités parce que déjà, l'industriel au niveau du Grand Montréal, entre autres, était très fort. Évidemment, il y en a qui vont être impactés par la crise, mais les ventes en ligne vont augmenter la nécessité d'entrepôts et de centres de distribution. Ça fait qu'à mon avis, l'industriel, après la crise, va redevenir relativement fort. Il peut avoir des bonnes occasions à ce niveau-là. Intéressant. Si on peut ajouter un peu sur le live de Luc, je trouve que c'est une excellente idée, justement, de prendre des immeubles dans des zonages résidentiels mixtes et prendre des parties commerciales et les transformer en résidentiels. Ça, je pense que ça va être un créneau qui va être très, très intéressant là, dans le futur. Et pour ajouter pour l'industriel aussi, Jean-Pierre, peut-être que justement, les entreprises, on va peut-être plus avoir tendance à fabriquer local. Peut-être que, comme on dit, on va peut-être avoir un petit peu moins de mondialisation à la sortie de tout ça. Fait que peut-être qu'on va avoir plus de place pour les usines. Je ne sais pas ce que tu en penses. Totalement d'accord. Ça va se redéfinir. Puis je pense qu'il y a des choses qui existaient auparavant qui. La donne va changer nécessairement. On ne connaît pas exactement comment ça va se passer, mais on peut déjà présumer que ça ne sera plus pareil. Là. Nous assistons à la fin, au début de la fin de la mondialisation. Elle a eu son côté positif, mais maintenant, on se rend compte tout d'un coup, soudainement, dans une crise, qu'on dépend tous de la Chine, qui est très mauvais, que ce soit la Chine ou n'importe quel autre pays, c'est très mauvais qu'on dépende d'une seule puissance, qui veut, de toute évidence, devenir la première puissance mondiale. Alors, cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est un peu ce qui a instauré cette crise-là. Et de plus en plus, on voit de pays, entre autres la France, Emmanuel Macron qui disait qu'il est important, il est urgent que la France redevienne souverain. Alors, chacun des pays, ici au Québec, regarde, on en parle, le panier bleu, je ne sais pas trop comment il l'appelle. Et on va voir toutes sortes de mouvements comme ça qu'on va encourager l'achat local. Donc, la mondialisation telle qu'on l'a vu, ça va changer. Le monde du voyage va changer. On voyage absolument pour rien aujourd'hui. On n'est jamais content de rien. On n'est plus content chez nous. On est toujours ailleurs. Ma fille demeure en Espagne et ils se rencontrent à Paris les samedis soirs pour aller manger. Bon, ça n'a plus de sens. La vie est rendue folle totalement. Fait qu'on va probablement avoir un ralentissement de ce lifestyle-là et on va réapprendre à vivre chacun chez soi. D'ailleurs, le confinement nous le montre comment réapprendre à vivre chez soi en famille, en couple ou peut-être seul, mais on va redéfinir la vie. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. On l'espère. Je sauterais sur Jean-François pendant qu'on parlait de tourisme. Jean-François, je sais que tu te lançais dans le Airbnb, mais est-ce que tu as une vision du tourisme? Je sais qu'au Québec, c'est une région évidemment très touristique versus Montréal, évidemment aussi, mais Québec. Est-ce que Jean-François, quelle était ta boule de cristal pour la location court terme? Bien, ça s'en venait très, très bien. Là. C'est ça, j'ai investi dans plusieurs propriétés. J'ai même, pour ceux qui ont vu ma présentation, quitté ma maison pour louer ma maison. Donc, je suis présentement en location dans une autre maison. Donc, mais je reste super optimiste, puis c'est pour ça que je garde tous mes propriétaires Airbnb présentement full meublé, je les loue, tout inclus, pour être prêt à ramasser la vague. Là. Bon, on n'a pas de boule de cristal. D'après moi, l'été prochain, juillet prochain, devrait être une bonne période pour le tourisme. Puis c'est sûr que quand ça va redécoller, des villes comme Québec, qui est quand même une des villes assez visitées, ça devrait être Montréal aussi, ça devrait être très bon. Puis je me demande quel incitatif il va avoir, mais il va en avoir. On va certainement avoir des allègements aussi avec Airbnb. Il va falloir qu'ils nous aident. Ils nous aident déjà. Là, pour ceux qui ne savent pas, dans le fond, ils vont nous verser 25 % des revenus qu'on aurait dû avoir pour avril et mai. C'est quand même des gros sous.
pour tout le monde. Donc, ils vont aider, ils vont mettre la main à la pâte là, quand ça va redécoller. Les villes à Québec qui étaient ça venait un petit peu sévères sur certains secteurs pour des nouveaux projets. Là, je pense que là, ça va se renverser complètement de l'autre bord. Ils vont être bien contents qu'on ait des Airbnb pour acquérir nos touristes parce que ce qu'on vit présentement pour tous mes collègues en Airbnb à Québec, je ne connais pas personne qui a des Airbnb qui ne les a pas déjà annoncés pour du long terme. Donc, quand ça va redécoller, la disponibilité des Airbnb va être complètement à terre. Donc, surtout si ça repart en automne. Si ça repart en juillet, on peut le prévoir, mais j'essaye en tout cas dans mon cas de rester prêt à recommencer le plus rapidement possible quand ça va redécoller. Je suis très confiant que pour Québec et Montréal, on va avoir... une bonne stratégie. Si tout le monde adaptait la même, ça irait mal. Il ne faut pas oublier, Jean-François, que tous les festivals sont annulés. Hein? Alors, oui, je parle de juillet 2021. OK, ça va. 2021, ça va. Oui, juillet de l'autre année. Non, cette année, ça fait long. Juillet cette année, c'est un peu... c'est des grosses lunettes. Non, ça c'est... Non, excusez, j'ai omis de dire l'année, là, mais non, ça c'est déjà terminé. Là. On est déjà en location pour... on espère louer là, de juillet à juillet l'année prochaine. On espère avoir des bonnes nouvelles en janvier, février pour le tourisme de l'autre été. Si en janvier, février, dans mon cas, on n'a pas de bonnes nouvelles, bien, c'est sûr qu'on continue avec la location long terme pour une autre année. Ça se passe, l'été à Québec, c'est les 3 gros mois, c'est juin, juillet, août. Donc, si on n'est pas prêt pour cette période-là, on n'est pas sûr, c'est sûr qu'on reste safe et on continue en long terme. Hâte de voir si, justement, dans ton cas, à toi, Jean-François, tu as basculé vers le long terme. J'ai hâte de voir sur plusieurs logements Airbnb si ça va augmenter l'offre de logements. Du moins à Montréal, on parle de Montréal, le nombre de logements qui vont basculer en logement résidentiel, ça va baisser l'offre. Difficile à dire, mais ça va être à surveiller dans les prochains mois sûrement. C'est sûr qu'on a plusieurs milliers d'Airbnb. Jusqu'à Québec, on est un petit peu en bas de 2000. C'est sûr que là-dedans, il y a du haut de gamme, mais je suis présentement dans un petit 3,5 qu'on louait avant de faire du Airbnb en bas de 600, qu'on louait environ, c'est variable, mais peut-être une moyenne de 120 la nuit. Puis là, on a réussi à le louer à 850 en claquant des doigts, mais c'est microscopique. Là, ça va à peu près 350 pieds carrés, puis on est dans le vieux Beauport. Donc, je me dis que ça devient des opportunités pour moi, c'est très facile à louer. Puis le client qui a ramassé ça, locatif long terme, il est content. Là, c'est neuf, c'est beau, des électros en stainless fournis. Donc, tout le monde est gagnant. Ça se peut qu'il y en ait certains que je n'avais pas envie finalement de revenir à l'ancienne parce que c'est beaucoup plus safe comme marché. Sais-tu que tu es chez lui en ce moment ou... Ah non, ben là, c'est à moi. Là, lui, il n'est pas arrivé là, parce qu'on respecte les règles de confinement. Là, il fait des lives. Il commence à déménager ses boîtes demain. Là. Il fait ses lives chez ses locataires. Ouais. Catherine, je sais que je voulais poser cette question-là parce que je sais que tu as une belle approche, tu es quand même proche de tes locataires puis tu es excellente en gestion. Est-ce qu'il y a certains trucs que tu aimerais partager au niveau de la gestion qui t'a aidé de passer à travers la crise? Oui, moi, je pense que déjà en partant, la sélection des locataires, avoir un bon processus de sélection, que ce soit toi qui le fais ou ton adjointe ou peu importe, d'avoir vraiment un bon processus de sélection. Je pense que c'est une étape qui est non négligeable parce que ça entraîne vraiment beaucoup moins d'énergie par la suite, que ce soit pour des sessions de bail, que ce soit pour des mauvaises créances ou de la régie du logement ou un paquet de choses. Quand on fait une bonne sélection des locataires, on évite un paquet de choses comme ça. Souvent, moi, j'exagère quasiment, mais 1 an à l'emploi, 1 an dans ton appartement, sinon, tu sais, à moins que tu aies vraiment des bonnes conditions ou vraiment une situation particulière. Fait que je recherche vraiment de la stabilité chez mes locataires, donc je suis pas tout le temps en train de faire des sessions de bail. J'ai tout le temps des gens qui payent à temps, donc forcément, un petit peu plus d'efforts. Des fois, ça me prend 2-3 visites de plus, trouver la bonne personne, mais après ça, je m'évite beaucoup de gestion puis d'énergie inutile par la suite. Fait que ça, c'est un de mes bons trucs, là, vraiment le processus de gestion de location, de le faire comme il faut. Puis, au-delà de ça, ça va un peu dans le sens de ce que
ce que Jacques disait par rapport à la diversité des investissements. Moi, j'alterne beaucoup les investissements qui sont plus liquides, puis je fais des projets à travers ça qui me créent des leviers pour racheter. Mais j'ai un parc qui est liquide, donc ça me facilite la vie dans mes financements, dans ma gestion, dans mes projets. Je m'autofinance mes rénovations. Donc, de pas juste d'alterner, de diversifier son parc. Fait que je me sens super à l'aise, moi, face à la crise actuelle parce que mon parc est relativement liquide. J'avais quelques projets en cours, mais je veux dire, je me sens pas fragilisée du tout par rapport à ce qui se passe en ce moment. En tout cas, du moins pour l'instant. Fait que ça, je trouve que c'est deux choses là, que je priorise beaucoup, moi, dans mes choix d'investissement. Est-ce que tu as loué par vidéo des appartements ou tu as complètement arrêté les visites? Ben, j'en fais un petit peu, mais moi, je suis un peu comme l'entrevue. Je me rappelle pas du nom de la fille avec qui tu avais fait une entrevue la semaine dernière, mais les gens arrivent. Finalement, c'est pas tout à fait ça qu'ils voulaient. On voit pas vraiment bien. Je trouve que c'est les bons locataires. Je suis pas certaine qu'ils vont louer par vidéo. Mais ça, c'est vraiment personnel. Là, j'en ai encore une quinzaine à louer pour juillet. Fait que c'est sûr que c'est un peu insécurisant. J'ai des vidéos disponibles. J'ai demandé à mes locataires de faire des vidéos. Mais je peux pas dire que je pousse beaucoup là, ce mode de location-là pour l'instant. Je verrai si on arrive au 15 juin puis j'ai encore une quinzaine d'appartements à louer. Je forcerai peut-être un peu plus. Mais pour l'instant, là, j'attends de voir comment ça va se passer avant de vraiment pousser cette méthode-là. J'y crois plus ou moins. Tu as écouté l'entrevue. Je pense que Terry, en fait, du côté anglais, le Real Estate Investors Club, disait elle a essayé de repousser ses renouvellements en septembre. Étais-tu d'accord avec ça? Je trouvais que c'était quand même une bonne... Oui, ben moi, je l'ai proposé là, à 2 locataires, mais eux autres, ils avaient déjà trouvé là, des appartements. Donc, mais oui, j'ai trouvé que c'était quand même une bonne idée. Là, si la crise se prolonge, effectivement, ceux qui n'avaient pas encore trouvé là, étaient contents de la proposition, mais ils avaient trouvé, moi, dans mon cas. Moi. OK, intéressant. Fred, au niveau gestion, est-ce que toi, tu as loué par vidéo? Tu as complètement arrêté les visites? Comment ça s'est passé? Je ne fais pas la gestion directement avec les locataires, mais j'ai parlé un petit peu avec Nicolas, puis lui, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'a pas fait de visite par vidéo jusqu'à maintenant, mais un peu comme Catherine, probablement que si ça perdure dans le temps, on n'aura pas le choix de faire ça, ou de reporter là, la date de fin de bail. Sinon, il y a beaucoup de choses qui se font quand même par tout ce qui est virement, tout ce qui est signature électronique, il y a des baux. Ça, c'est des choses qu'on roulait déjà avec ça. Fait que ça, c'est un truc, tu avais demandé des trucs qu'on pourrait donner actuellement. Mais s'adapter à signer des baux en personne, on fait plus ça là, depuis longtemps. Là. Aussi, autre chose qu'on fait, c'est qu'on garde quand même une position ferme sur le paiement du loyer. Là. On ne dit pas aux gens que c'est free for all. On essaie de garder ça tête. Puis, autre truc, dans le fond, c'est de prioriser les fournisseurs. Là. S'il y a des fournisseurs qui sont moins pressants à être payés, on peut étirer un petit peu plus là, si on était à jour. Là. Et c'est sûr quand les gens vont poser la question, c'est quoi le système de signature électronique que tu utilises? Bonne question. Je ne sais pas c'est quoi le système. C'est Nicolas qui s'occupe de ça. Toi, tu es le maître. Moi, je focus sur les acquisitions. Là. C'est acquisition, optimisation, puis quand le bâtiment il tient, c'est Nicolas qui prend le relais. C'est bon, ça. Et travaux, Fred, tu as dit que tu as 35 appartements en travaux. As-tu un forecast il va-t-il avoir un goulot de main-d'œuvre qui s'en vient? Comment tu vois ça à la reprise? Ça se pourrait que ça squeeze un peu, mais nous, on avait déjà entamé là, le projet. Fait qu'on va juste continuer avec le même monde. Puis c'était déjà dans leur horaire. Fait qu'en réalité, c'est vraiment une pause. Quand ça va repartir, je pense que les gens vont juste repartir le calendrier qu'il y avait. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui vont essayer de mettre la pression pour closer des projets pour le 1er juillet. Fait que ça se peut que ça squeeze un peu. Là. Mais à ce moment-là, c'est la relation avec ton fournisseur qui va primer. Puis c'est encore une autre bonne raison de garder des bonnes relations avec les gens. Puis d'être un bon payeur aussi, je pense que c'est important. Là. Les gars de construction aiment ça être payés rapidement et efficacement. Là. Ils n'aiment pas ça courir après leur argent. Fait que si tu veux garder ton monde, il faut que tu payes bien et il faut que tu aies une bonne relation avec eux. J'aime ça. C'est une très bonne idée.
Jean-François, avais-tu des petits trucs de gestion à partager avant que je réponde à une petite question? Et en passant, si vous avez des questions, c'est assez tranquille, là. Au niveau des questions, allez-y, gênez-vous pas. On va étirer ça jusqu'à 10h05. Là. Il nous reste encore un bon 5 minutes, 5 à 10 minutes de questions. Jean-François, des petits trucs de gestion pour les gens? Dans le fond, nous autres, on est. C'est sûr que moi, je débute un peu plus mon parc, donc on est au fond dans les solutions pour louer. J'avais quand même une trentaine de logements reloués. Là, il en reste environ 12. J'ai des nouvelles acquisitions aussi là, qui avaient des logements vacants qu'on est en train de rénover. Puis là, on était un petit peu ralenti. On réussit à faire ce qui est urgent dans nos travaux, mais on est ralenti. Donc, on a fait faire... j'avais plusieurs logements vides, donc j'ai fait des vidéos professionnelles. Là, j'ai trouvé un gars qui travaillait avec Remax, qui faisait des vidéos de haute qualité. On a fait un site Internet que j'ai toujours voulu faire, que je n'avais jamais fait. On s'est monté un site Internet avec photos, vidéos, visites virtuelles possibles. Tout ce que j'ai eu de bloqué en construction, j'ai fait faire des 3D. Il y en a encore en cours, là, mais j'ai des 3D pour ce que ça va être le rendu. Donc là, à date, on vise 1er juillet. Si c'est 1er août, ça sera 1er août, mais je réussis. Je l'avais fait dans le passé pour des flips, puis je réussis souvent à vendre ou à louer sur plan 3D. Donc, ça va bien quand même. Depuis qu'on fait ça, depuis 2 semaines, on a signé 8 baux à distance, juste avec du vidéo. Et on a tout signé ça avec Bloc Solutions. Là, ça va bien. Puis dans l'ultime, ça, c'est sûr que j'aime moins le faire, mais quand quelqu'un veut aller un peu plus loin, il en veut un peu plus, bien, on organise un FaceTime ou un Zoom comme on fait là, entre le locataire et le nouveau locataire futur. Qui peuvent vraiment prendre le temps d'aller voir dans les raccoins de l'appartement en espérant qu'il est un peu en ordre. Donc, ça marche bien de notre côté. Puis, je pousse fort là-dessus. Là, on est très dynamique sur toutes les plateformes Facebook, puis Kijiji. Puis, Excellent. OK. On a une question. Pierre-Alexandre, il faut que je retourne à toi, Fred. Est-ce que tu penses que la SCHL va être c'est sûr que c'est très difficile à prévoir, là, mais on lance la boule de cristal. Est-ce que tu penses que la SCHL va être plus sévère maintenant dans ses critères? Ou les banques ou la SCHL va resserrer ses critères? Il y a un critère de la SCHL qui est la capacité de réinjecter de l'argent, puis les banques, ils checkent ça beaucoup. Puis je pense que ce critère-là était un peu mis de côté jusqu'à maintenant. Il était comme ignoré. Puis je pense que c'est un critère qui va refaire surface. Tu sais, les gens ils vont dire c'est quoi ta capacité de réinjecter dans l'immeuble s'il arrive quelque chose. Tu sais, le coussin, c'est quoi ton coussin? Ça va être une question qui va revenir plus au niveau des financements, à mon avis. Ce serait ça mon point. Intéressant. Quelqu'un, je vais le lancer à n'importe qui veut répondre. Logement en région, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un traitement différent à travers la crise, un logement en région versus Montréal? À qui veut lever la main? Là? Je ne sais pas qui veut prendre... Par rapport à la SCHL, tu parles, ou par rapport à... Ben vas-y, Fred, si jamais tu veux ton opinion, je sais que tu as une bonne opinion du marché. Par rapport à comment va passer à travers la crise, est-ce qu'il va y avoir une plus grande perte de valeur? Je vais relire la question, là. Ouais, c'était général, en fait, la question. Est-ce qu'il va y avoir une baisse de valeur? Est-ce que ça va être plus difficile en région, selon toi? C'est très dur à dire pour moi. Premièrement, je n'ai pas d'immeuble en région pour ces raisons-là. Parce que je pense que quand il arrive une situation, les gens vont aller là où il y a de l'emploi. S'il y a plus d'emplois près des villes. C'est difficile à dire. Ouais, c'est difficile pour moi de répondre à ça. Ben, je pense que c'est difficile pour tout le monde. En fait, on n'a pas tellement de logements en région. Là. Moi, j'en ai un petit peu plus loin à l'extérieur de Montréal. Est-ce que ça va m'affecter? Je ne pense pas, pour être honnête. Là. Ensuite, je vais juste essayer de descendre. Est-ce que les banques vont être... je pourrais lancer la question à qui veut la répondre encore parce que c'est difficile de voir, mais est-ce que François pose la question, est-ce que les banques vont être plus négociables avec les reprises de finances au niveau résidentiel, par exemple, au niveau des maisons? C'est sûr qu'on a moins fait. Y a-t-il quelqu'un qui était prêt à répondre à cette question-là? Jacques, je ne sais pas si tu es en ligne, peut-être donner ton opinion là-dessus. Sinon, je lance la question à qui veut répondre. Oui, répète-moi la question. C'était est-ce que les banques vont être plus flexibles au niveau des reprises résidentielles?
Est-ce qu'ils vont être plus C'est flexibles sur certain que les banques ne répéteront pas l'erreur de 1991, parce qu'ils se sont ramassés avec un inventaire faramineux de propriété à revenus. Les résidences, c'est une toute autre chose parce que la SCHL a une réserve astronomique. Ça fait 20 ans que la SCHL perçoit des primes et ça fait 20 ans qu'ils ont très peu de reprises de finances. Donc, selon moi, s'ils n'ont pas transféré au gouvernement fédéral, les coffres sont pleins et ils sont capables de ramasser beaucoup, beaucoup de maisons. Mais ils vont être plus tolérants parce que ce n'est pas l'objectif de reprendre les maisons. On va peut-être avoir une certaine tolérance, reporter. D'ailleurs, la SCHL a conseillé aux banques de reporter, les prêts assurés de reporter à la fin les paiements en retard. Excusez-moi. Tandis que tout à l'heure, je vous parlais de l'économie américaine, mais je vous invite à aller voir sur le site Mieux Investir. Il y a un article intéressant, le coronavirus, un cadeau du ciel pour la Réserve fédérale américaine. J'encourage tout le monde à lire cet article-là. Il est vraiment détaillé, c'est du sérieux. Là. C'est une université importante américaine qui a fait l'étude, toute la chronologie des événements. Et je vous invite aussi à suivre l'économie. En général, je pense que la plupart d'entre nous ne semblent pas le faire assez. Mais c'est important de suivre l'économie parce que l'immobilier fait partie du cycle économique. Et là, on y va juste sur certaines impressions, certains feelings. Mais à un moment donné, il faut aller chercher certaines certitudes et comprendre comment le système économique fonctionne. Et tous ceux qui le comprennent sont capables de prévoir les coûts. Ils passent à travers les crises. Ceux qui ne comprennent pas, qui vont juste sur l'instinct, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Alors, je vous invite, les 4 panélistes ce soir ont pas mal d'immobilier. Je ne dis pas que vous ne connaissez pas l'économie, je ne connais pas du tout vos passe-temps préférés. Ce n'est pas nécessairement mon passe-temps préféré, mais par des formations professionnelles, je suis beaucoup l'économie. Et qu'on dise n'importe quoi, on est encore dépendant de l'économie américaine. Là. Jacques, justement, est-ce que, si tu permets, j'aimerais ça te poser une question. Tantôt, tu as mentionné, qui était un point très pertinent, que, étant donné que l'économie américaine imprime de l'argent à outrance en ce moment, il va probablement avoir une petite bulle d'inflation là, suite à la crise. Énorme. Ton feeling par rapport à ce que tu as vécu en 90 puis en 80, qu'est-ce qui est, d'après toi, est-ce que l'impact va être majeur ou comment ça va se comporter? Est-ce qu'on parle des taux qui vont remonter en coup sec ou graduellement? Ou c'est quoi ton feeling? Ben, ils ne pourront pas les augmenter d'un coup sec parce qu'ils vont tuer tout le monde. Là. Ils sont obligés d'aller graduellement pour laisser le temps au monde de s'adapter. Mais tout ça est d'un synchronisme désarmant. Synchronisme entre les banques et les réserves fédérales. Le Canada entre les banques et la Banque du Canada. Alors, ils couchent ensemble, tout ce monde-là. Là. Ils contrôlent l'économie, ils savent exactement ce qu'ils font. Et le virus tombe à point pour justifier un paquet de choses qu'ils sont en train de faire, de nous passer en douce sans qu'on s'en rende compte. Alors, vous allez dire que j'ai la théorie du complot. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est la réalité depuis que le système capitaliste existe. Et ça va toujours être comme ça. Alors oui, on va avoir une grosse inflation, mais je ne penserais pas, de mon expérience, de mes observations, que ça explose d'un coup sec. Mais ça va monter. Et à très court terme. Combien de temps? Ça non plus, on ne pourra pas garder une inflation galopante indéfiniment, mais juste assez pour que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent. Là, actuellement, on assiste à 95% de la richesse mondiale est détenue par 5% des riches. Et ça va monter à 96 puis à 97. Là, de plus en plus, on commence à être capable d'influencer les foules. Alors, je regardais les statistiques du gouvernement québécois et nos déplacements sont suivis par Google. Okay? Alors, donc, on connaît tous nos déplacements. Et là, il va y avoir la nanotechnologie qui s'installe. Alors, de plus en plus, les gouvernements vont pouvoir contrôler le peuple de différentes façons. Et la nanotechnologie, on peut très bien la mettre dans les vaccins. OK? Les vaccins vont rentrer dans nos systèmes. Alors, j'extrapole, mais vous allez voir dans quelques années, je ne serai peut-être pas là pour le voir, mais vous allez voir que c'est ce qui se passe. La nanotechnologie va prendre le dessus de toutes les façons possibles et imaginables. Et si les gouvernements ne font pas une meilleure répartition de la richesse, je ne sais pas ce qui va venir dans le futur. Ouais, intéressant. Ouais, effectivement, il va y avoir une belle impression. Est-ce que ça va ressembler à celle qui est 2008 aux États-Unis? Est-ce que la remontée des taux va ressembler à 2008? On ne sait pas. Semblable. C'est des cycles normaux pour eux.
Intéressant. Sur ce, Jacques, sur ces belles paroles, on va terminer notre live avec nos panélistes pour laisser les gens aller se reposer à la maison. Donc, un immense merci encore une fois à toute l'équipe. Évidemment aux panélistes, Jean-François, Catherine, Jean-Pierre, Frédéric et évidemment Jacques, avec sa grande sagesse. Merci tout le monde d'avoir été là. Donc, un énorme merci encore une fois sur une base bénévole. Ils viennent partager leurs connaissances. On n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions sur le chat, mais on va avoir toujours des lives, des questions-réponses qui vont continuer, évidemment. Petit rappel pour les activités qui s'en viennent. Pour les jeunes, 12-18 ans, c'est gratuit demain à 14 h. Donc, un cours pour initier vos ados à l'immobilier, pour voir que c'est une belle valeur. Surtout dans ces moments-là, une belle valeur refuge. Ensuite, on a le président de la Chambre des notaires, François Bibeau, et Ziplex pour l'évolution des loyers dans la crise. Donc, est-ce que les loyers ont baissé? Est-ce qu'ils ont monté? Est-ce que les loyers de luxe ont été plus impactés? Donc, ça va être très intéressant à voir. Donc, encore une fois, Jacques, tu voulais un dernier mot pour terminer? Oui, ce n'est pas une pub, mais allez, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de visualiser mon entrevue, je dis beaucoup de choses subtiles. Alors, je viens de dépasser le cap des 50 000. Alors, merci au club de l'avoir boosté. Merci à tout le monde de l'écouter. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, allez l'écouter. Pas parce que c'est moi, mais j'ai dit des choses intéressantes. Oui, très intéressantes. Et une belle présentation sur les cycles économiques également. Vraiment une belle présentation. Merci, Jacques. Donc, sur ce, je vous laisse aller vaquer à vos occupations. Bon repos tout le monde. Et on se revoit à la prochaine mensuelle qui va peut-être être live, peut-être en personne. On va voir. Donc, au revoir tout le monde.